Oui, Eric, oui, d'où vient le désir? Le désir des objets, vient d'un manque d'orientation. Le désir d'être tranquille vient d'un pressentiment. En réalité, il n'y a jamais de désir d'objet. Celui qui veut quelque chose est dans une forme de confusion. Le vrai désir est le désir d'être tranquille. Et ce désir n'est pas un désir, c'est un pressentiment. Par mauvaise habitude, je m'approprie ce pressentiment et je pense que je désire. Donc en vérité, c'est un pressentiment qui s'inscrit en moi et je dois simplement me laisser prendre en charge par ce pressentiment. Le pressentiment ne tolère aucune activité, une non-activité. On doit devenir totalement féminin. C'est le symbole des gopis qui doivent, le chercheur doit devenir féminin devant Krishna. Quand la recherche intentionnelle doit cesser pour retrouver cette réceptivité dans laquelle va s'inscrire cette évidence d'être conscience. Et le désir de l'objet, c'est un manque de confusion. Et souvent, c'est mal interprété dans les compréhensions romantiques, superficielles et puériles du tantrisme moderne. Les gens s'imaginent que dans le tantrisme, on dit de suivre ses désirs, c'est totalement faux. Les gens qui disent ça n'ont aucune connaissance des textes. Le tantrisme dit de trouver quel est le vrai désir, quel est le seul désir. Et le seul désir, c'est pour la tranquillité. Ensuite, quand il y a cette clarification, quand cette perspective est claire, ensuite, quand le désir d'un objet apparaît, ce désir est vu comme symbole du désir essentiel. À ce moment-là, le désir périphérique qui a quitté sa confusion peut avoir une fonction. À ce moment-là, chaque désir est en vérité le désir de l'essentiel qui s'incarne à travers l'utilisation objective. Donc à ce moment-là, le désir n'est plus une confusion, mais une forme de célébration. D'ailleurs, cette évidence du désir comme essentialité n'est pas partie intrinsèquement du tantrisme, on le trouve déjà dans les Upanishads. On dit ce qui est désiré, c'est pas ceci, c'est pas cela, mais c'est uniquement le soi, c'est uniquement la conscience. Mais le tantrisme a reformulé, a approfondi cette perspective. Et le désir envers quelque chose est une forme de confusion. Quand le tantrisme dit suivre son désir, ce qu'on trouve, c'est un tantra. Ça ne veut pas du tout dire de faire ce qu'on a envie de faire. Ça, c'est de l'hédonisme. C'est une forme de paresse intellectuelle et de limite affective. C'est-à-dire de voir quel est profondément mon désir, face à toutes les énergies périphériques qui sont utilisées généralement pour l'accomplissement du désir, vont se centrer vers le désir essentiel. Et ce désir essentiel, en réalité, est le désir du non-désir. C'est-à-dire ça va demander le lâcher prise de l'intention, le lâcher prise de l'imaginaire d'un quelconque accomplissement personnel pour que celui chez qui source ce non-désir devienne l'espace de réceptivité dans lequel va s'inscrire la révélation de la conscience. Donc, comme on disait tout à l'heure, celui qui pressent cette perspective devient totalement passif, qui est symbolisé en Orient sous la forme de la féminité, pour que la conscience, qui est le symbole de la masculinité, puisse se révéler en lui.
le désir vers les choses est une forme de confusion. Sauf s'il devient fonctionnel, et quand la perspective de la vie devient claire, à ce moment-là, le désir périphérique n'est plus un ajournement, il est uniquement une fonctionnalité. Et qui perd sa charge affective. Le désir de dormir, le désir de respirer, le désir de manger, le désir de... Quel que soit le désir, ces désirs sont une fonctionnalité organique. Le désir, finalement, c'est la force de vie. Et quand il est dirigé vers un élément périphérique, c'est-à-dire en dehors des besoins vitaux, quand il est dirigé vers une situation affective, c'est que la perspective a été perdue. C'est pour ça qu'on dit dans les tantras de suivre son désir, et ça ne veut pas dire de faire n'importe quoi. C'est de voir quel est vraiment ce que je désire. Ça, je dois le suivre. Et en suivant cette évidence, qu'est-ce que je désire, l'idée même de celui qui désire va s'éliminer, va devenir réceptivité, disponibilité, dans lequel tôt ou tard, par la grâce de la vie, va s'inscrire la révélation. Donc il faut que le côté intentionnel du désir devienne passivité, réceptivité. Merci. Bonjour. Je voulais te demander, est-ce que la pratique d'aujourd'hui et le but de cette pratique est d'atteindre cette clarté dont vous parlez? Pas du tout, cette clarté ne peut pas être atteinte. La pratique, c'est un passe-temps. Voilà, quand vous avez compris profondément qu'il n'y a rien à accomplir dans la vie, vous avez beaucoup de temps. Vous ne créez plus de nouvelles relations affectives, vous ne cherchez plus à augmenter vos capital financier, vous ne voyagez plus parce qu'il n'y a rien à voir, vous n'allez plus faire d'enfants parce qu'il n'y a pas de nécessité de faire quoi que ce soit. Donc, quand vous avez compris qu'il n'y a rien à faire dans la vie, vous avez beaucoup de temps libre. À ce moment-là, si vous avez un don pour la peinture, vous faites de la peinture. Si vous avez un don pour la musique, de la musique. Si vous savez danser, vous dansez. Si vous savez écrire, vous écrivez. Et si vous n'avez aucun don, vous faites du yoga. Yoga pour les imbéciles, les gens qui n'ont aucun don artistique. Tout le monde peut lever un bras, baisser un bras, inspirer, expirer. Donc c'est l'art pour les imbéciles. Il y a beaucoup d'imbéciles. Donc c'est pour ça que c'est un art populaire. Et voilà, moi j'ai aucun don, donc effectivement, je m'occupe avec cette pratique. Et c'est tout. Ça n'amène aucune disponibilité,
tous les grands sages de l'Inde connus ce dernier siècle, aucun n'a pratiqué le yoga et tous les gens qui pratiquent le yoga connus, aucun n'a arrivé à aucune disponibilité. Donc, non, il n'y a pas de cause à effet. Le yoga, c'est un art pour les gens simples, pour exprimer la beauté de la vie, comme la musique, comme la danse. Mais c'est un art qui est réservé aux gens qui n'ont aucun don, aucun autre don. Donc, vous rendez disponible corporellement, mentalement, et vous laissez la vie s'inscrire en vous. Mais ça n'amène aucune disponibilité. Comme tous les arts, c'est libre d'intention, c'est libre d'effet. Regardez tous les gens autour de vous qui font du yoga et vous verrez que ces gens-là ne sont pas plus disponibles que les autres, souvent le contraire. Donc, imaginez aucun effet de ces pratiques. Est-ce que les questions sur la pratique sont bienvenues, sur la pratique d'aujourd'hui? Une ou deux, mais ensuite, comme il y a des gens qui n'étaient pas avec nous, on ne va pas les ennuyer avec ces choses. Si vous avez une question précise, on peut... Quand on a des tensions en fait, au moment des positions, j'avais des tensions quand j'étais assis, je ne pouvais pas ne pas contracter les jambes. Je ne trouvais pas la position pour ne pas avoir de contraction. Comment on fait dans ces cas-là pour essayer de suivre l'indication? Vous savez, le yoga, c'est une pratique. Comme une pratique, au début, c'est assez ingrat. C'est comme le piano, c'est comme la danse. Au début, il y a un peu de créativité. Dans le yoga, c'est un peu la même chose. Donc, les premières années, c'est généralement apprendre à déposer le poids du corps, apprendre à ne pas résister au contact du sol. Voilà, donc vous avez un apprentissage. Vous ne pouvez pas la première fois réussir ça. C'est déjà bien de se rendre compte combien souvent les jambes sont en réaction vis-à-vis du sol. Et petit à petit, par la pratique, vous allez découvrir un art de déposer les jambes sans résister au sol. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on peut accomplir techniquement. C'est une sorte de lâcher prise qui demande de passer par l'ensemble de l'approche corporelle, qui soit les poses debout, les poses inversées, les poses sur le dos, sur le ventre, sur le côté. Donc, la pose assise est le résultat d'une profonde détente, ce n'est pas un moyen. Donc, la technicité, c'est uniquement si vous travaillez avec quelqu'un qui enseigne ces choses-là, petit à petit, par la pratique, vous allez trouver une sensibilité qui va faire que vous allez de plus en plus vous rendre compte combien vous réagissez au contact du sol. C'est parce que c'est le contact du sol qui crée ma sécurité psychologique. Donc, on a une habitude de s'ancrer sur le sol, de se sécuriser par le contact. Le sol, finalement, c'est la mémoire. Quand je m'appuie sur le sol, je me réfère au passé, je me réfère au déjà connu. Donc, dans l'approche tantrique, on met l'accent sur le non-contact avec le sol. Donc, on va essayer contrairement, par exemple, aux arts martiaux, on va s'ancrer dans le sol parce qu'on a besoin d'une efficience au niveau de la frappe. Donc, on part du sol pour frapper avec un bras, un coude, etc. Dans le yoga gymnastique, on a également cet ancrage dans le sol parce qu'on cherche un résultat physiologique. Mais dans le yoga traditionnel, on n'a pas de résultat. La seule orientation, c'est de retrouver cette vacuité originelle, sans référence, sans passé ni futur. Pour ça, je dois complètement mettre en question le contact avec le sol, qui est ma sécurité affective. Donc, on passe beaucoup de temps, les premières années, quelle que soit la pose, à explorer le contact, à déposer la densité, ensuite envahir la densité, envahir le contact par la chaleur, ensuite laisser venir
la texture, la sensibilité du sol. Ensuite, on va mélanger la chaleur du corps et la chaleur du sol. Et petit à petit, ces pratiques vont amener la sensation qui est décrite dans le fameux sloka de Vinaya Bhairava Tantra, où on dit d'être assis comme sur un coussin moelleux. C'est-à-dire quoi être assis sur un coussin moelleux? C'est-à-dire être assis sans contact avec le sol. À ce moment-là, quand il n'y a plus de contact avec le sol, le bassin se place de manière non compensatoire. Et quand le bassin est passé juste, la colonne se place de manière verticale et donc l'énergie devient ascendante. Et c'est cette ascendance de l'énergie qui va frapper les zones cérébrales qui vont s'incarner sous forme ensuite de disponibilité, de réceptivité, etc. Donc la pose assise est le résultat de toutes les autres poses. C'est pour ça que dans la stature indienne, on ne représente pas les asanas dans la structure indienne, extrêmement rarement et très tardivement, alors que la position assise est décrite et sculptée depuis l'époque de Bouddha historique, au 5e siècle, comme j'ai écrit. Depuis cette époque, on a des positions assises représentées dans la stature indienne, parce que c'est la position organique du corps. Donc, pratiquement parlé, vous devez, si vous êtes intéressé par ce genre d'approche, vous devez trouver quelqu'un qui l'enseigne, pas trop loin de chez vous. Et c'est par l'exploration intime du contact avec le sol que petit à petit, vous allez voir que vous êtes toujours en réaction, toujours en train de se défendre, toujours en train de pousser sur le sol. Et encore une fois, ce n'est pas faux. Dans les arts martiaux indiens, on est toujours en position de pouvoir pousser sur le sol pour se dresser rapidement pour le combat. Donc ça a une valeur stratégique. Et c'est faux dans le yoga. Dans le yoga, on n'a pas de combat en vue. Donc on a une dissolution de l'imaginaire de la personne. Et cette dissolution doit être accompagnée tactilement par une invasion, par une élimination du contact avec le sol. Donc ça prend beaucoup de temps. C'est une exploration qui est très, très intime. Et vous pouvez faire en dehors des pauses, quand le soir, quand vous vous couchez dans votre lit, vous allez faire la même chose, vous allez explorer le contact avec le drap, dessous, dessus, et déposer la densité du corps. Et petit à petit, le corps va disparaître et vous allez rentrer dans le sommeil profond, sans corps, sans densité, ce qui est la manière organique de s'endormir. Donc, honnêtement, c'est la pratique, il n'y a pas de truc pour ça. C'est la pratique. Un art demande une pratique, pour ça qu'il faut être amoureux d'un art, sinon on s'ennuie très vite. Quand on est amoureux d'un art, une pratique régulière va amener petit à petit l'intelligence technique de concrétiser ces évidences. Mais ça peut demander un certain temps, parce que la sécurité du sol est très, très, très ancrée dans notre psychisme. La mémoire, se prendre pour quelqu'un, tout ça, c'est les mêmes engrammes cérébraux. C'est quelque chose qui est très marqué. Donc, voilà. Mais c'est déjà très bien de se rendre compte qu'on n'arrive pas à lâcher. C'est le premier prise de conscience importante. Et ensuite, vous allez explorer ce contact de plus en plus intimement quand vous marchez, quand vous êtes assis, quand vous êtes allongé, etc. Et de cette exploration sans volition, petit à petit, vous allez découvrir les tenants, les aboutissements du ressenti tactile et du lâcher-prise dans ces positions. Merci. Je peux poser encore une question? Oui. Du coup, j'ai pas cette personne près de chez moi pour pratiquer. J'ai lu un de vos livres et il s'est passé pas mal de choses au niveau. J'ai vécu ça comme une exploration intérieure, mais qui était pas dans une assise ou qui était justement dans tout ce que j'entendais, des exemples qui étaient du quotidien. Et je me demandais si ça avait un sens pour moi, vous pouvez peut-être pas savoir, mais si ça avait un sens de vouloir pratiquer sans qu'il y ait quelqu'un pour m'enseigner proche de chez moi. Et auquel cas, quand j'entends aussi vos exemples sur la musique, je pratique beaucoup de musique. Je me demande si ça j'arrive pas j'ai une confusion sur le fait de pratiquer ou pas, de m'asseoir ou pas, ou de jouer mes instruments comme je fais habituellement et de continuer l'exploration comme j'ai fait dans le quotidien. Bien que cette journée m'a intéressé. Enfin, il y a une forme de confusion que vous devez entendre dans ce que je demande. Je ne sais pas si vous pouvez me répondre. D'abord, ne choisissez pas. Continuez votre pratique musicale, c'est le plus important. Et si vous êtes destiné à pratiquer ce travail, vous rencontrerez des gens avec qui vous pouvez travailler.
Voilà, si vous rencontrez personne, ça ne vous concerne pas et vous ne perdez vraiment rien. Tout ou tard, les circonstances de la vie vous amèneront de rencontrer une praticalité technique. En attendant, si vous êtes sensible et si vous avez lu certains livres, vous pouvez vous servir de là pour explorer. Et pour cette exploration, sinon tout est là, parce que le premier yogi n'a pas rencontré personne, sinon il n'était pas le premier. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écouté. Donc, vous pouvez faire cette même chose. Et finalement, tout le temps, vous êtes obligé de revenir à cette évidence. Il n'y a que l'écoute. Donc, cette écoute va s'actualiser jusqu'à un certain point en vous. Et si la vie trouve nécessaire que vous fassiez des rencontres pour approfondir cette écoute, ça va se faire naturellement. Donc, ne cherchez pas. Et la vie va faire, vous allez rencontrer des gens qui vous aideront dans cette exploration technique. Sinon, honnêtement, la sensibilité suffit et vous allez pouvoir, simplement en vous mettant sur un tapis, voilà, vous allez explorer. Cette exploration va venir d'une forme d'intelligence technique tactile, du fait que vous n'avez jamais forcé, vous n'avez jamais essayé, il n'y a pas d'accident possible. Et restez toujours en deçà de vos capacités. Faites-le vraiment comme une exploration, pas comme un moyen, pas comme c'est pas quelque chose qui vous amène à un but, c'est pas un exercice, c'est une exploration purement sensuelle, purement sensorielle. Et si vous le vivez comme ça, sans intention, de manière vraiment humble, de disponibilité, vous allez trouver vous-même ce qui est nécessaire. Et si c'est nécessaire que vous ayez d'autres informations, vous verrez, la vie vous amènera de faire les rencontres qui vous donneront les informations qui vous manquent. Donc, faites confiance à la vie, tout est déjà organisé. Vous n'avez pas à vous occuper de votre vie. Laissez-vous faire, tout va vous venir naturellement. Alors, parce que les profs de yoga il y a des profs de yoga, mais j'imagine que dans ce que j'ai imaginé, ils ne dispensent pas le même enseignement. Est-ce que vous confirmez que c'est certainement différent, très différent de pratiquer des asanas, comme j'ai vu beaucoup, comme certains font, mes proches, quoi. C'est difficile de généraliser. Il y a des gens sensibles partout, il y a des gens plus volontaires aussi. C'est à vous de voir. Si vous allez à un cours de yoga, quand vous sortez du cours, vous vous sentez plus disponible à vos émotions, à vos peurs, à votre anxiété, à votre agitation, plus à l'écoute, je dirais, c'est un cours positif. Si vous vous sentez plus sûr de vous, plus volontaire, plus maître de vous, alors là, évitez de retourner, parce que vous êtes rentré dans un imaginaire d'accomplissement, et là, vous êtes un cours qui est complètement inutile. Mais tout cours qui vous amène une sensibilité, une forme de faiblesse, une forme de sentiment de non-savoir, et stimulant vous l'écoute, c'est ça qui est important. Et ensuite, vous ferez des rencontres tout ou tard qui sont nécessaires. On peut également vous approprier certaines technicités dans certains cours et ensuite pratiquer avec votre propre sensibilité, même si la personne qui a enseigné ces mouvements n'avait pas cette même sensibilité. Ça peut arriver aussi. Mais il n'y a pas d'a priori. Explorez ce qui est autour de chez vous et puis vous verrez comment ça s'organise. Et petit à petit, par l'exploration vous-même, vous allez avoir une forme d'intuition, d'évidence de ce que vous devez faire fonctionnellement. Merci. Bonsoir Eric. J'aurais aimé avoir votre opinion sur l'engagement. C'est quoi l'engagement? Si l'engagement est idéologique, c'est une fantaisie.
Et c'est respectable. Vous avez bien le droit de vous prendre pour une femme, pour un homme, pour quelqu'un de droite, pour quelqu'un de gauche, pour un écologiste. Vous avez bien le droit de vouloir sauver la planète ou de vouloir sauver les chats blancs. Ça, c'est quelque chose qui vous est... c'est pas un choix, c'est une évidence. Ça dépend de votre niveau intellectuel, votre niveau affectif, votre niveau de... Voilà, ce que vous ont transmis vos parents, la propagande de la société, tout ça fait que vous pensez que vous devez intervenir dans telle ou telle situation. Ça, c'est purement idéologique et ça dépend de vos caractéristiques et il n'y a rien à en dire. Vous n'avez pas le choix de vouloir vous battre pour telle ou telle cause. Mais pour nous, le seul engagement qui nous paraît traditionnel, c'est l'engagement du cœur, c'est-à-dire de devenir disponible. Et dans cette disponibilité, bien sûr, votre vie devient une résonance à l'environnement. Vous n'êtes pas séparé de votre environnement. Et quand il faut aider vos parents, vos enfants, vos voisins, ou la société autour de vous, vous allez naturellement, fonctionnellement vous engager. Ce n'est pas un choix idéologique. On peut s'engager militairement si on a des compétences, financièrement si on a de l'argent, intellectuellement si on n'est pas idiot, affectivement si on est fonctionnel, etc. Ça, c'est pas un choix, c'est vos capacités qui vous prédisposent à... Vous pouvez vous engager comme mercenaire ou comme soldat, comme médecin ou comme interprète. C'est vos capacités, encore une fois, qui vont s'incarner dans telle ou telle situation. Ce n'est pas personnel, c'est quelque chose qui se fait malgré vous, non pas à cause de vous. Donc, il n'y a jamais d'engagement pour quelque chose. Il peut y avoir un engagement par quelque chose qui est le fait de se sentir lié à l'environnement et s'il y a une agression dans votre pays, peut-être vous allez naturellement vous engager pour défendre votre pays, même si vous n'avez pas cette notion de propriété de votre pays, mais voilà, si quelqu'un veut égorger vos voisins, peut-être naturellement vous allez défendre vos voisins sans que vous soyez intime avec vos voisins. Si quelqu'un veut égorger votre enfant, naturellement vous allez vous engager pour sauver votre enfant. Donc l'activité, l'engagement, c'est la vie, il n'a pas besoin d'être idéologique, et s'il est idéologique, il est imaginaire. Mais dans ce cas, c'est respectable aussi, parce que vous n'avez pas le choix de ne pas vous prendre pour quelqu'un de gauche ou de droite, d'être sensible à ceci ou à cela. Ou vous pensez que telle figure éthologique est une personne arriérée mentalement et complètement à côté, affectivement, ou vous pensez que c'est une personne d'une extraordinaire brillance et de sensibilité. Ça, c'est pas quelque chose que vous avez décidé, c'est quelque chose qui s'impose à vous quand vous voyez la photo de cette personne ou quand vous la voyez à la télévision. Donc, chacun suit ses propres caractéristiques et vous avez une résonance avec telle ou telle chose, comme vous avez une résonance avec la nourriture bengali ou avec la nourriture belge, avec la musique ouzbek ou avec la musique rhénane. C'est pas un choix, c'est une évidence. Mais l'engagement idéologique pour une cause, généralement, vient d'un manque d'orientation, et il est respectable. Et à un moment donné, quand il y a vraiment une orientation profonde, le seul engagement, c'est pour la joie, finalement. Il n'y a pas d'autre engagement que ça. Et donc, toute votre activité va être uniquement de comment stimuler en moi et dans mon environnement ce pressentiment de ce qui est essentiel et ce qui n'est pas. Voilà, qu'est-ce qui est vraiment essentiel et qu'est-ce qui n'est pas. Qu'est-ce qui est au-delà de la présence corporelle et mentale et qu'est-ce qui n'est pas. Jusque-là, les engagements sont idéologiques. Et c'est respectable encore une fois. Mais pour nous, l'engagement, sauf en période de guerre où l'engagement militaire peut avoir tout à fait sa place, mais dans des périodes d'accalmie, chercher à faire triompher une cause idéologique est généralement une forme de manque de vision globale, et généralement idéologique. Mais encore une fois, vous n'avez pas décidé vos opinions politiques, vous n'avez pas décidé votre manière de vous alimenter, vous n'avez pas décidé vos goûts sexuels, vous n'avez pas décidé vos sensibilités musicales.
Vous ne décidez pas de vos engagements. Par contre, vous êtes de plus en plus intime avec ce mécanisme de voir vraiment d'où vient ce besoin de s'engager et d'où vient le besoin de spécifier l'engagement de telle ou telle cause. Donc, vous n'êtes pas responsable de votre vie. Donc, vous êtes uniquement là pour enregistrer finalement ce que vous faites. Ce n'est pas important ce que vous faites. Vous vous engagez pour sauver les baleines, sauver les renards verts, sauver les poules, ou sauver les gens handicapés. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est l'écoute. Ce qui est important, c'est de devenir intime avec vous-même. C'est dans cette écoute que vous verrez comment chaque chose a sa place et comment toutes les expressions de la vie sont profondément essentielles. Et tant qu'il n'y a pas cette clarté, tant qu'il n'y a pas cette liberté vis-à-vis de soi-même, à ce moment-là, l'engagement est idéologique. Donc, il est en fonction de vos préjugés sexuels, politiques, etc. Et c'est respectable aussi parce qu'on ne peut pas penser autrement que ce qu'on pense. Donc, il n'est pas peur de vous engager, mais il y a quelque chose de plus profond en vous que l'engagement pour quelque chose, c'est l'engagement par quelque chose. Et vraiment ce qui est essentiel, c'est ça qui est important. Bonsoir Eric. Est-ce que je peux vous demander d'allumer votre lumière? Je ne vous vois pratiquement plus. Qu'est-ce que vous voulez voir? Je ne suis pas une danseuse. D'accord. Bonsoir Eric. Il y a quelque temps, j'ai pris conscience qu'il y avait une grande distance entre moi et les autres, que je ne peux jamais en fait connaître vraiment quelqu'un. Du coup, je ne peux vraiment jamais aimer quelqu'un. Je ne peux jamais être vraiment compris par quelqu'un ni être aimé par quelqu'un aussi. Et ça a créé en moi deux sentiments forts. Un soulagement, parce que du coup, c'est comme si je suis désespéré d'être compris et d'être aimé, donc il y a un abandon de cette quête. Et ensuite, il y a ce sentiment de solitude qui me fait peur, mais je ne sais pas si j'ai peur parce que j'en ai vraiment peur ou si j'ai peur parce que j'ai appris à avoir peur de la solitude, parce que j'ai entendu qu'il fallait être sociable, qu'il fallait être en contact avec les gens, il fallait avoir des échanges avec les autres. Vous savez, la solitude ou la compréhension de l'autre, c'est deux imaginaires. Donc, si vous avez perdu, c'est une grâce. Avec tout ce que vous savez sur vous-même depuis toutes ces années, vous ne vous comprenez toujours pas et vous vous dites que quelqu'un qui vous rencontre comme ça vous comprenne. C'est comme absurde. Comment est-ce que quiconque pourra jamais vous comprendre? Vous ne comprenez pas vous-même. Donc, arrêtez de chercher qu'on vous comprenne. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez ni vous comprendre vous-même, ni être compris par quiconque. Ensuite, les relations humaines sont uniquement des projections. Les gens projettent sur vous quelque chose. C'est tout. Personne ne vous voit. Les gens projettent leur espoir, leur amour, leur haine sur vous. C'est une projection. C'est pour ça que des fois, ils sont déçus par vous parce qu'ils ont projeté quelque chose. C'est pour ça que des fois, ils sont surpris par vous parce qu'ils ont projeté quelque chose. Les gens veulent quelque chose, ils attendent quelque chose, ils espèrent quelque chose. C'est uniquement les gens exploitent l'image qu'ils ont de vous pour se sécuriser. Personne ne vous a jamais aimé, personne ne vous a jamais écouté. Les gens n'aiment pas, ils veulent quelque chose. Les relations humaines sont uniquement égotiques. Donc, il n'y a rien qui manque.
Donc, quand vous avez compris que toute relation est uniquement pour soi-même, vous aimez quelqu'un, mais la personne ne vous convient plus, ben, vous ne l'aimez plus. Ce n'est pas de l'amour, c'est uniquement une sécurisation. Il n'y a rien qui manque. Et quand vous n'allez plus rien demander à vous-même ni à l'environnement, ce qui se fait simultanément, parce que ce que vous appelez l'environnement, c'est une image de vous-même, vous allez voir, vous allez trouver une fonctionnalité dans laquelle cette absence de demande affective va se transformer en réceptivité. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes là pour écouter l'environnement, pas pour lui demander quoi que ce soit. Donc vous écoutez votre corps, vous devenez intime à votre corps, vous écoutez votre psychique, vous devenez intime à votre psychique, vous écoutez vos voisins, vous écoutez les gens avec qui vous vivez. Vous êtes là pour les écouter. C'est dans cette écoute et uniquement là que vous allez trouver profondément la satisfaction. La satisfaction n'est pas une appropriation, c'est une désappropriation. La satisfaction, c'est l'écoute, parce que dans l'écoute, il n'y a personne qui écoute, il y a écoute. Donc, ne cherchez pas d'avoir des relations, il n'y a pas de relation, c'est complètement... la relation, c'est dans les romans, c'est dans les littératures, mais il n'y a pas de relation, il y a une écoute profonde, et dans cette écoute, il y a des fois des expressions, oui, qui vont s'incarner dans cette écoute, et puis y avoir un contact physique, et puis y avoir un contact affectif, et puis y avoir un contact amoureux, et puis y avoir un contact pratique, et puis y avoir un contact financier, et puis y avoir un contact intellectuel. Tous ces contacts sont des expressions de l'écoute et se déroulent sans aucune nécessité de besoin, sans aucune nécessité d'appropriation, sans aucune nécessité d'imaginaire. L'écoute permet cette non-appropriation dans laquelle le contact va trouver une fonctionnalité indépendamment des lois de la moralité rigoriste, moderne, technique des sociétés actuelles. Donc, c'est uniquement cette écoute sans attente qui est la clé de toute fonctionnalité de ce qu'on appelle l'environnement. Et l'environnement n'est là que quand j'ai compris qu'il n'y avait pas d'environnement. Il n'y a pas d'environnement. Pourquoi? Parce que je ne suis pas séparé de ce qu'on appelle l'environnement. L'idée de l'environnement vient d'un sentiment du corps, d'un corps frustré, d'un corps qui se sent séparé, isolé. Il y a moi et puis il y a les autres. Mais l'idée de moi et des autres, c'est une idée pour les psychiatres, c'est une idée pour les gens enfermés dans leur esprit, dans leur psychisme. Puis dans un corps sensible, il n'y a pas moi et les autres, vous êtes les autres. Vous n'êtes pas séparés de l'environnement. Quand le vent caresse votre joue, qu'est-ce que vous sentez le vent ou est-ce que vous sentez votre joue? Non, il y a sensibilité. Le vent n'est pas à l'extérieur, la joue n'est pas à l'intérieur. Ça, c'est des représentations complètement romantiques. Donc, dans un moment de disponibilité, où apparaissent vos émotions, apparaissent vos sensations, vous allez voir que les émotions de l'autre apparaissent également au même endroit, on écoute. Et la sensation de l'autre apparaît également. Il y a des gens qu'on sent léger, il y en a qu'on sent lourd, il y en a qu'on sent violent, il y en a qu'on sent paisible. Toutes ces sensations sont autant intérieures qu'extérieures. Et quand vous n'allez plus avoir cette orientation intérieure-extérieure, vous allez voir que l'autre, c'est une forme de vous-même. Pourquoi? Parce qu'on est tous pareils. La douleur que sent l'autre, je peux connaître la même. La passion que sent l'autre, je peux connaître la même. La peur que vit l'autre, je peux connaître la même peur. On n'a aucune séparation entre nous. C'est pour ça que, quand vous allez au cinéma, au théâtre, on dit plus ou moins les mêmes émotions. Parce qu'on est à peu près tous pareils. Donc, c'est de revenir au ressenti corporel, c'est-à-dire au ressenti tout court, dans lequel le corps apparaît, le corps disparaît, pour laisser place à l'écoute, que vous allez trouver une fonctionnalité avec l'environnement, et vous allez voir que vous allez fonctionner différemment avec vos parents, avec votre femme, avec votre amante, avec votre chien, avec vos enfants, avec vos voisins, avec un policier qui vous arrête, avec un cambrioleur qui vous vole, avec celui qui vous agresse physiquement, avec celui qui vous exploite, avec celui qui vous aime, avec celui qui vous déteste. Vous allez trouver une fonctionnalité organique, non psychologique, qui dépend uniquement de l'écoute, sans jamais vous approprier votre réactivité. Ce n'est pas parce que vous avez un geste affectueux que vous êtes affectueux. Ce n'est pas parce que vous avez un geste violent que vous êtes violent. Non, des fois, il faut un geste violent dans une situation, mais vous n'êtes pas violent. Des fois, il faut un geste affectueux dans la situation, mais vous n'êtes pas affectueux. Vous n'êtes rien du tout. Vous êtes les coups dans lesquels la vie s'exprime des fois sous forme
d'affection, soit sous forme de violence, soit sous forme de sensualité, soit sous forme de dureté, soit sous forme de souplesse, soit sous forme d'autorité, soit sous forme de lâcher-prise. Il n'y a pas toutes ces possibilités de la vie, sont autant de facettes de la vie. Il n'y a pas une manière d'être qui a une manière d'écouter. Et dans cette écoute, où personne n'écoute, il va y avoir une espèce de fonctionnalité organique vis-à-vis de toutes les situations de la vie. Alors bien sûr, les situations qui vous ramènent à des problèmes affectifs vont être plus difficiles à vivre de manière libre que les situations sur lesquelles vous n'avez aucune mémoire parallèle, on va dire. Donc si vous avez été agressé quand vous étiez jeune, mais les situations d'agression similaires vont être plus difficiles à écouter que quelqu'un qui n'a jamais été agressé avant. Voilà. Donc on a tous des espaces qui sont plus difficiles à écouter. Pourquoi? Parce que quand une situation apparaît, elle réactive toujours une mémoire, etc. Par contre, les endroits de votre vie qui n'ont pas été trop malmenés par la vie vont beaucoup plus facilement s'ouvrir que les autres. Donc on a tous des endroits difficiles, des endroits plus souples. Et la vie, finalement, c'est de laisser progressivement tous ces endroits faciles et difficiles vraiment s'épanouir dans l'écoute, pas par la violence, pas par l'intention. On ne cherche pas à se libérer de quoi que ce soit, mais à se rendre compte que le passé, c'est mort, c'est fini. C'est plus la peine de porter le passé. Donc, à un moment donné, je vais arrêter de porter mon passé, de porter mes limites, sauf quand je les porte, parce qu'il n'y a pas de choix. Donc, c'est une sensibilité dans laquelle l'activité va se faire fonctionnellement, et vous allez voir que la relation avec les autres, qui est un symbole de la relation avec vous-même, tant que vous êtes bien avec vous-même, vous verrez combien les autres sont faciles, et si vous êtes en conflit avec vous-même, vous allez voir combien le monde vous paraît conflictuel. Vous savez très bien que vous êtes profondément détendu, ben la vie vous paraît facile, et quand vous êtes dans une crise, la vie paraît difficile. Donc, ce qu'on pense du monde, c'est ce qu'on pense de soi. Donc, au plus l'écoute se fait en vous, au plus il y a une espèce d'acceptation de vos caractéristiques physiques, mentales, affectives, sexuelles, financières, au plus il va y avoir cette même acceptation de toutes ces caractéristiques dans l'environnement. Et à ce moment-là, vous allez trouver une fonctionnalité qui va s'incarner des fois à travers la violence, des fois à travers la tendresse, des fois à travers la proximité, des fois à travers l'éloignement. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. La loi, la règle, c'est d'écouter ce qui est là. C'est un peu comme quand vous caressez la joue de votre fille, vous la caressez différemment de celle de votre femme, différemment de celle de votre mère, différemment de la joue de votre chien, différemment de la joue de votre maîtresse. Vous n'avez pas à savoir comment faire, ça se fait naturellement. Notre fonctionnalité organique, affectueuse, sensuelle, intellectuelle va s'organiser fonctionnellement dans les différentes situations, sans qu'il y ait jamais à préparer, sans qu'il y ait jamais à faire attention, sans qu'il y ait jamais à codifier ces choses-là. Donc la seule solution, on va dire, c'est l'écoute. Et là, vous verrez, vous trouverez une facilité avec l'environnement. Vous verrez qu'il n'y a pas d'environnement. L'environnement vous est servi en fonction de ce que vous devez découvrir en vous-même. Quand l'environnement apparaît violent, c'est qu'il y a des éléments de violence que je dois explorer. Quand l'environnement apparaît tendre et affectueux, c'est ces éléments que je dois explorer. Mais ce n'est pas à moi de décider de ma vie. Sinon, c'est imaginaire. Donc, soyez de plus en plus intime avec vous-même et vous allez voir combien la vie, finalement, va donner des occasions d'explorer des espaces de vous-même à travers l'expression qui s'incarne devant vous. Mais il n'y a plus, on est d'imaginaire de relations, d'imaginaire de... Ce n'est pas des relations, c'est de l'affection. Et l'affection s'incarne de différentes manières. Quand vous aimez un chien ou un enfant, des fois, vous êtes très ferme. Ce n'est pas un manque d'affection, c'est une expression nécessaire fonctionnellement. Des fois, vous êtes très affectueux. Voilà, donc les expressions de l'affection sont multiples. Mais c'est l'affection qui va présider à toutes les relations. Qui ne seront plus des relations, mais vraiment des expressions de la vie sans imaginaire. Merci.
Eric, tu m'entends? Oui. Oui, je voudrais te poser une question. Quand on écoute dans le yoga et dans la vie en général, ce qu'on rencontre finalement, c'est une espèce ce sont des zones de densité. Le corps, par exemple, correspond à une espèce de densité finalement qui est vécue à l'intérieur d'un espace ouvert. Et apparaît aussi apparaissent d'autres ressentis aussi qui peuvent se cristalliser aussi en densité. Je voudrais savoir ce que c'est que cette densité du point de vue de la conscience. Oui. La densité, c'est ce qui amène finalement cette sensation intérieure-extérieure. C'est une forme de sécurité. Quand on a peur, on se défend. Quand on tape sur quelqu'un, la personne se met en boule pour survivre finalement. La personne sert ses muscles pour se défendre, pour survivre. C'est une fonctionnalité. Dans un corps organique, quand l'agression se finit, le corps se détend. Quand vous voyez les animaux se battre, vous voyez le chat en train de se battre, vous voyez le chat se rassembler, le chat se densifier, le chat se contracter. Dès que le chat ennemi s'en va, le chat se détend, le chat s'allonge, le chat ronfle. Un autre chat apparaît, le chat se contracte, le chat se densifie, le chat s'en va, le chat se décontracte, etc. Donc ça, c'est la vie organique. Les chats sont un bon exemple de vie organique et les animaux sont un bon exemple. Ils sont généralement traumatisés que quand c'est nécessaire. Ils se défendent que quand c'est nécessaire. Mais nous, on a perdu un peu cette souplesse et on se défend quand c'est nécessaire, ce qui est tout à fait louable, mais également on se défend quand c'est plus nécessaire. Et donc, quand quelqu'un a été agressé trop souvent, on s'est senti mis en question trop souvent dans ses imaginaires, et le corps qui s'est rétracté chaque fois pour se défendre, pour survivre, on a une difficulté à lâcher prise, et ces constantes contractions créent progressivement une sensation de lourdeur, de densité, de pesanteur qu'on connaît tous, qu'on appelle l'état tamasique. C'est un état de concentration qui n'est pas faux en soi, et qui est faux quand il est inutile. Donc justement, par l'approche corporelle, on va explorer ces zones, on va sentir, sans jamais se défendre. Il ne faudrait pas se défendre de l'état tamasique, mais simplement le laisser vivre, donc sentir la lourdeur des jambes, la lourdeur des bras, la lourdeur du corps, et on va déposer justement cette lourdeur sur les points de contact du corps. On va sentir la lourdeur du souffle, on va déposer le souffle, on dépose l'expire, on dépose l'inspire, on arrête de prétendre être un inspirateur, être un expirateur, mais on laisse faire le souffle. Et progressivement, cette abdication du dictateur, cette abdication de celui qui voudrait inspirer, qui voudrait expirer, qui voudrait quoi que ce soit, va permettre à cette densification de redevenir vivant, de redevenir habité. Et quand l'état tamasique redevient habité, il devient sattvique, il va retrouver son mouvement rajasique, il va retrouver son mouvement d'élasticité, de mouvement. Finalement, la contraction, l'action, la clarté, ces trois passages de la matière sont intrinsèquement liés. Donc, un inclut toujours les autres, mais à un degré moindre. Donc là, on parle dans le yoga de l'état tamasique, mais l'état tamasique est une forme de pressentiment de l'état rajasique et de l'état sattvique. Donc, progressivement, le mouvement, de contraction et d'expansion propre à l'état rajasique, c'est-à-dire l'activité de la vie, va s'insinuer dans la densité, et ensuite l'état sattvique, c'est-à-dire l'état de lumière, va pouvoir s'immiscer et retrouver sa vie. À ce moment, l'état tamasique est plus une lourdeur, il devient au contraire l'aspect le plus profond, l'aspect de la conscience pure et tamasique. Shiva est l'incarnation de Tamas, c'est-à-dire c'est l'énergie au sommet de sa densification sur un seul point, qui est la conscience. Donc, ne cherchez pas à lutter contre cet état de lourdeur, mais à le ressentir de plus en plus intimement, et petit à petit, la conscience va s'immiscer dans toutes ces sensations de lourdeur, de densité, et ces éléments vont fondre
en tant que densité, vont devenir élasticité, vont devenir de plus en plus chaleur, et la chaleur, c'est la luminosité, la luminosité, c'est la conscience, donc il y a un peu de passage progressivement de la lourdeur à la conscience, ça se fait tout seul. Attention à ne pas imaginer un processus de purification, un processus de développement comme il y a dans les voies progressives, parce que là on va dans un monde imaginaire. Il n'y a pas de progression, il n'y a pas de purification, mais il y a une actualisation de la lumière qui petit à petit s'immisce dans les zones les plus obscures de nous. Ça se fait par l'écoute, ça se fait par l'humilité, jamais par l'action, jamais par la volonté. Et comment est ressenti le corps lorsqu'il n'y a plus de réaction défensive? Parce que moi, j'ai l'impression que je ressens le corps comme densité, même quand il n'y a pas de réaction, justement. Le corps est ressenti comme une zone dense, quelque part, indépendamment même d'une réaction ou d'une défense, c'est ça? Continuer l'exploration. Le corps dense est une réaction, est une défense. D'accord. Sans la psychologie. Et en l'absence de réaction, alors quel est le ressenti du corps, le vécu, quelle est sa phénoménologie qui se manifeste? Alors là, on rentre dans l'anticipation, c'est pas possible. Ouais. C'est uniquement en étant présent intimement que vous allez trouver vous-même l'expérience. Ce que je peux vous dire n'a aucun intérêt, sinon ça me fait un concept. Ce qui est important, c'est ce qui est pratique pour vous. Ce qui est pratique pour vous, c'est vous avez cette sensibilité qui est très rare finalement, de sentir que le corps est presque toujours densité, presque toujours poids, attraction, explorer de plus en plus affectueusement, de plus en plus amoureusement cette sensation du corps sans rien vouloir faire, et vous allez voir ce qui se passe. Et on pourrait dire que concrètement, si vous pratiquez une exploration corporelle active, quelle qu'elle soit, ça va aider à entrer dans ces zones de densité, dans ces zones de contraction, une forme de vie, une forme de lumière. Alors, théoriquement, on n'a pas besoin, mais pratiquement, c'est vrai que quand on commence à avoir cette sensibilité du corps, des fois, le fait de simplement sentir, théoriquement, ça suffit, mais pratiquement, ça ne suffit pas. Il faut un effet de participation active. C'est pour ça que finalement, que les arts traditionnels ont été inventés. Et tous les arts corporels qui mettent l'action non pas sur le développement, non pas sur la progression, non pas sur la compétition, mais sur le ressenti, et sont bienvenus pour vous amener à développer cette sensibilité de l'intimité présente. C'est dans cette sensibilité que l'inutilité de la densité, l'inutilité de la contraction vont s'actualiser. Merci. Puis j'avais une autre question aussi un peu plus générale. C'était à propos de ce que tu appelles des fois le mécanisme, tu sais, le fait que qu'il y a un mécanisme d'apparence individuelle. Je voulais savoir comment on peut comprendre que la conscience universelle se manifeste justement à travers un mécanisme. En arrêtant toute réflexion sur le sujet. Parce que sinon, vous allez uniquement vous meubler de concepts. Donc, les concepts ne servent à rien. La réflexion ne sert à rien. Ce qui est important, c'est l'intensité. Vous avez un pressentiment en vous, sinon vous ne seriez pas là. Ce pressentiment, c'est un pressentiment de la non-pensée. Vous voyez quand apparaît en vous le mécanisme de vouloir conceptualiser, dire pourquoi ceci. Et rendez-vous compte que le mot pourquoi est un mot qui n'a pas de sens. Le mot pourquoi, c'est un mot, vraiment c'est le mot humain par excellence, c'est un mot qui n'a aucun sens. Pourquoi les choses, il n'y a pas de pourquoi. Par contre, soyez intime avec ce qui se passe, le moment de vouloir comprendre, vouloir expliquer. Il y a des gens qui expliquent la dualité, la non-dualité, on est content pour eux, mais c'est des histoires infantiles pour enfants arriérés. Il n'y a rien à expliquer, il n'y a rien à comprendre. Il y a simplement vous donner à cette non-compréhension, cette non-conceptualisation, cette non-saisie de l'intimité de la vie. Et là, éventuellement, dans ce moment d'humilité, dans ce moment de disponibilité, il peut y avoir une espèce d'intuition.
non conceptuelle. C'est une intuition. Si ensuite votre chien vous demande qu'est-ce que tu as compris, vous allez lui dire je ne sais pas, je sais que j'ai compris, mais je ne sais pas ce que j'ai compris. Parce que comme la lumière efface toute ombre, la compréhension efface tout ce qui est compris. Il n'y a jamais rien de compris. Ne devenez pas un sage qui enseigne la compréhension. Sinon, on rentre dans l'aberration du monde moderne. Devenez rien, comprenez rien, et c'est de plus en plus intime avec quand la pensée est en train d'essayer de réfléchir à ce qui la dépasse. La pensée doit abdiquer. Finalement, l'intelligence, c'est de se rendre compte de la limite de la pensée. À un moment donné, ma pensée va rester sur des choses très superficielles, très légères. Mais tout ce qui est profond, j'essaie d'éviter d'y penser. Ça va rester du domaine de l'intuition, du domaine de la révélation, du domaine de la grâce, on va dire, mais pas du domaine de la pensée. Donc, chaque fois que vous vous posez la question pourquoi, comment, on est encore en train d'essayer. Alors là, il y a des tas d'histoires. On pourrait vous raconter des merveilleuses histoires dans la mythologie indienne. Et tous les Puranas sont remplis d'histoires qui répondent à votre question. Mais pourquoi vous raconter une histoire? Vous allez aller voir des grands maîtres non-duels qui vont vous expliquer aussi ces choses-là. Mais c'est une explication. L'explication ne peut rien pour vous. La chose qui peut quelque chose pour vous, c'est l'intimité. Donc quand vous voyez ce mécanisme de penser à l'impensable, rendez-vous compte, vous avez quitté votre humilité, vous avez quitté votre disponibilité, qui est simplement de faire face à ce qui se présente dans l'instant, de manière fonctionnelle. Et là, vous allez voir, au plus la vie concrète va prendre le dessus, au plus la réflexion, au plus la compréhension, au plus l'intelligence va vous quitter. Et il va y avoir une fonctionnalité objective de la vie. Mais toute explication est une forme de défense, finalement. Quelqu'un dit j'ai compris, c'est une forme de défense. Pourquoi faire? Pourquoi je devrais comprendre quoi que ce soit? La vie est sans pourquoi, il n'y a rien à comprendre. Donc, à vous de saisir la perspective. Très bien. Je peux poser une autre question? Bien sûr. Oui, disons, j'ai le sentiment par certains côtés, d'avoir mis en question un ancien chez moi de moi-même, de penser plus comme étant espace et moins comme... Mais par contre, dans mes relations avec les autres, j'ai l'impression que je continue de percevoir les autres comme s'ils étaient des personnes avec une histoire. Il y a une espèce de dissymétrie entre la façon dont, comme je me vois maintenant et comme je vois les autres. J'ai besoin de voir comme je les voyais avant, un peu comme à l'époque où je me croyais également quelqu'un. Enfin, est-ce que tu peux me donner un conseil sur ce point ou un commentaire sur ce sentiment de dissymétrie dans la progression de la vision? Vous pouvez lever tout imaginaire de progression et oublier cette notion même de désappropriation, d'être quelqu'un, pas être quelqu'un, parce que là on rentre dans une forme de verbalisation conceptuelle qui s'éloigne de la réalité. La réalité, c'est l'écoute. Donc, simplement de plus en plus à l'écoute de ce qui se passe en vous et simultanément, il y a une écoute de ce qui se passe dans les autres. Ensuite, des fois, il y a ce besoin de conclure, des fois sur soi-même ou sur les autres. Et s'il y a encore besoin de conclure sur les autres, c'est qu'il y a encore des fois de conclusion sur moi-même. Donc, je suis vraiment libre de toute conclusion sur moi-même. Je ne peux pas conclure sur les autres parce qu'il n'y a pas de différence. Je vois les autres comme moi-même. Donc, ce n'est pas grave, mais je dois assister à l'apparition du jugement, à l'apparition de la qualification. Voilà, je vois l'autre comme ça. Et ce n'est pas négatif, c'est inévitable. Je peux voir ce mécanisme, je suis encore en train de juger l'autre, encore en train de penser que l'autre pourrait être différent, devrait être différent. Et ce qui veut dire qu'il y a certainement des zones en moi où je pense également que je pourrais être différent, que je devrais être différent. Donc simplement profiter de l'autre pour voir ma limite. Tant que je pense que l'autre a une limite, c'est ma limite que je vois. Parce que l'autre, c'est mon reflet uniquement à 100%. Il n'y a pas d'autre. Donc, croiser l'autre comme une grâce qui vous révèle encore des éléments
encore antagoniste en soi-même. Mais il n'y a rien d'antagoniste chez l'autre, il n'y a rien d'antagoniste chez moi. Donc profiter de la vie qui s'incarne à travers tous les soi-disant autres pour découvrir comment des fois on fonctionne encore. Ce n'est pas une critique. Le fonctionnement est parfait. Pourquoi? Parce qu'il est comme ça, il ne peut pas être autrement dans l'instant. L'instant d'après, tout est neuf, tout peut changer. Et quand je constate une limite, elle est parfaite. Ce n'est pas une limite que je dois lever, je ne dois pas faire du yoga pour plus avoir de limite. Au contraire, la pratique, c'est de voir intensément ma limite. Et quand on voit quelque chose, la vision, à un moment donné, va éclairer cette ombre. Et quand on éclaire une ombre, il n'y a plus d'ombre. Mais il n'y a jamais rien à lever. Donc, profitez de voir l'antagonisme des autres pour qu'est-ce qui résonne en vous de cet antagonisme. Cet antagonisme, c'est le vôtre, il n'y en a pas d'autre. Donc, je remercie l'autre de me montrer qu'il y a encore en moi des fois cette forme de jugement, des fois cette forme de conclusion, des fois cette forme d'opinion. C'est parfait comme ça. Très bien. Merci Eric. Bonsoir. Et d'autres questions, je voulais savoir ce que vous pensiez du processus de Marshall Rosenberg, de la CNV, justement de voir ses propres besoins derrière nos jugements. Absolument rien, parce que je n'ai aucune connaissance de ces choses. Donc, je suis désolé, je suis totalement incompétent pour commenter. Ça a l'air sympathique, mais c'est tout ce que je peux dire. Ok. Alors, peut-être une question auquel vous pourriez répondre, mais qu'est-ce que veut dire méditer dans cette perspective-là? Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, c'est une forme d'imaginaire. Il ne faut pas confondre la méditation et la concentration. La concentration, c'est une activité yogique qui peut avoir sa place. Ce n'est pas dans notre orientation, mais ça existe dans l'Inde traditionnelle. La méditation, c'est ce pressentiment de rien-être, ce pressentiment que quand je ne m'invente pas, je ne suis pas. Quand c'est un non-état, c'est une non-activité. Jean-Claude disait, pour méditer, il suffit de ne pas prendre le train. Pas prendre le train, ce n'est pas une activité, c'est une non-activité. L'activité, c'est de prendre le train. Donc, qu'est-ce que vous avez à faire pour ne pas prendre le train? Vous n'avez rien à faire. La méditation, c'est ce pressentiment intime qui n'a rien à faire. Pressentiment de cette organicité de la vie. Donc, ce n'est pas une activité. Vous ne comprenez pas la méditation avec des fois des moments où on est assis tranquillement. Ça, c'est une fonctionnalité. Des fois, quand le matin vous réveillez tôt, quand le monde est encore endormi, vous n'allez pas polluer la planète avec l'électricité, donc vous n'allumez pas la lumière, vous n'allez pas réveiller vos voisins en passant l'aspirateur. Votre chien dort encore, vous n'allez pas aller faire ses besoins. Et donc, qu'est-ce que vous faites éventuellement? Vous vous asseyez. C'est la position organique de la vie. Et alors, si le voisin a des jumelles infrarouges, il regarde par la fenêtre, il va dire tiens, il médite. Non, vous ne méditez pas. Et la position organique du corps, c'est d'être assis. C'est la position dans laquelle cette verticalité célèbre finalement la clarté, la conscience. Et donc, vous vous donnez à des moments où vous êtes sans fabrication. La méditation, c'est rien fabriquer. Ensuite, dans cette conscience non objective, où rien n'est fabriqué, sans passé, sans futur, éventuellement, progressivement, la sensation du corps va se réveiller, la psyché va se réveiller, et la vie se réveille, le souffle se réveille, et ensuite, la vie, c'est le mouvement, et des fois, vous allez bouger en fonction de cette conscience, etc., ce qu'on appelle le yoga, etc. Mais cette période assise avant le mouvement n'est pas une méditation, c'est une non-action. Mais ce n'est pas une non-action personnelle. C'est mon ami Terence Gray qui signait des livres sous le nom de Wewuwe. Vous appelez Wewuwe. Wewuwe, c'est la non-action. Et lui, c'est appelé Wewuwe la non-non-action. C'est-à-dire que la non-action,
Attention à ne pas faire de la non-action une activité. Attention à ne pas faire de la méditation une activité. Comme les gens disent, je médite, mais je médite, ça ne veut rien dire. La méditation, c'est l'absence de méditant. On ne peut pas méditer. Je médite, c'est comme dire je suis humble. Non. Quand il y a humilité, il n'y a pas de personne pour être humble. L'humilité, c'est l'absence de la personne. La méditation, c'est l'absence du méditant. Donc, ne rentrez pas pas rentrer dans les imaginaires de la méditation comme le monde moderne qui médite pour les bien-être physiques, corporels, psychologiques. En tout cas, on souhaite tout ça. On est content pour eux. Mais ça n'a rien à voir avec la méditation traditionnelle qui est simplement un moment de non-prétention. Voilà. La méditation, c'est un moment de non-prétention. Vous arrêtez de prétendre être né, vous arrêtez de prétendre avoir un passé, un futur, avoir un nom. Vous arrêtez de prétendre être tel ou tel sexe, vous arrêtez de prétendre d'être malheureux ou heureux. Vous arrêtez de prétendre Vous arrêtez simplement de prétendre. Et ce moment d'humilité, qu'est-ce qu'on symbolise en Inde, ce moment de méditation. Et attention à ne pas confondre ça avec ensuite les aspects de concentration qui font partie en Inde, bien sûr, des différentes modalités possibles de la méditation. Alors à ce moment-là, vous avez toutes les méditations que ce soit sur les centres subtils ou sur les différentes déités. Le tantra local d'Avinavagupta est riche, comme toutes les traditions indiennes, de ces visualisations rituelles. Et ça, c'est des concentrations. Ça a une valeur ritualistique, c'est une valeur religieuse, c'est une valeur pour les gens qui font partie d'une religion. C'est une valeur pour ceux qui suivent les codifications de cette religion. C'est une valeur de purification, un peu comme les chrétiens, mais des fois méditent sur la Vierge Marie ou sur le Christ en croix. Les hindous vont méditer sur Kubjika ou Tripura Rahasya, sur les déesses du Cachemire, sur les 3 déesses, Para, des Shivas du Cachemire. On peut visualiser ces déesses, on peut les construire, les déconstruire, s'identifier à ces déesses, les absorber, être absorbé en elles. Il y a toute une activité parallèle, psychique, rituelle, qui fait partie des approches rituelles tantriques, mais qui ne concerne que les gens qui sont habilités à cette ritualisation. Et en Occident, en quelques exceptions, la plupart des gens ne sont pas partie de cette ritualisation fonctionnelle, sinon ça devient une forme d'exotisme extérieur. Et donc, on va garder la méditation, cette essentialité, cet état de non-appropriation, de non-prétention. Donc, vous vous asseyez pour ne rien faire. Et ensuite, quand cette sensation de non-appropriation s'est inscrite en vous, ensuite vous allez voir que des fois en marchant, des fois en bavardant, des fois en étant sur la tête, des fois en prenant le train, vous allez voir que vous avez cette même sensation de présence. Il n'y a rien de présent, il n'y a personne de présent. Il y a une sensation de présence. Et la méditation va quitter sa forme extérieure qui n'est qu'une forme allégorique. La méditation assise, c'est une forme symbolique, c'est le symbole de la méditation, mais ce n'est pas la méditation. Donc, pour nous, la méditation, c'est cette disponibilité sans appropriation. Merci. Bonsoir Eric. Tu parlais tout à l'heure d'intensité, que ce qui était important c'était l'intensité. Est-ce que tu pourrais donner des précisions sur ce que tu appelles l'intensité ? Finalement, quand il n'y a pas en relation sujet-objet dans une situation, il y a intensité. Mais l'ennui vient de quoi? L'ennui psychologique, c'est une relation sujet-objet. Quand je me prends pour une personne, automatiquement je m'ennuie, sauf si je suis idiot et que je suis stimulé par les dernières séries à la télévision. Mais quand je suis dans le sujet-objet, tôt ou tard, dans une forme d'intelligence, il va y avoir un ennui parce que quel que soit l'objet qui se déploie devant moi, tôt ou tard, j'ai ce pressentiment profond que cet objet ne peut rien pour moi.
quelle que soit la virilité de mon mari, quelle que soit l'intelligence de ma femme, quelle que soit la beauté de mes enfants, quel que soit mon compte en banque en Suisse, quels que soient mes acquis spirituels, quelles que soient mes compétences yogiques, je m'aperçois que finalement, il n'y a rien là-dedans. Voilà. Donc là, il y a un immense ennui qui va se déployer quand je me cherche dans une perception. Quand je m'aperçois de ce mécanisme, au lieu de mettre l'accent sur le qui était sûr qu'il ne peut rien pour moi, ce mécanisme d'aller vers l'objet, qui est une énergie excentrique, va faire que l'énergie devient concentrique. Alors, pas comme chez Patanjali, où le yogi essaie de se concentrer sur l'énergie, mais simplement un retour de l'énergie organique, par la simple compréhension que ce que je cherche n'est pas dans une direction objective. Les énergies qui avant étaient utilisées dans l'état de veille et dans l'état de rêve vers les objets, ces énergies vont revenir organiquement à leur source, qui est symboliquement, on va dire, qui est le bassin. Et quand les énergies se rassemblent dans le bassin, qui n'a plus aucune énergie excentrique vers les choses, à ce moment-là, cette énergie va se déployer de manière ascendante. Et c'est ça l'intensité. L'intensité, c'est quand l'énergie devient ascendante, non pas intensité des choses, due aux choses, mais due simplement à cet éveil de l'énergie interne, qui n'est possible que quand toutes les énergies se sont centrées, sans concentration, de manière organique, dans l'origine de l'énergie qui est finalement le bassin. Dans ce retour de l'énergie et le dévoilement de l'intensité qui ensuite va progressivement s'intensifier à mesure que l'énergie va se véhiculer dans les différentes hauteurs de la vie. Donc, c'est une intensité qui est très différente de l'énergie, comme on dit dans les textes tantriques, ce n'est pas l'énergie d'un rapport sexuel, ce n'est pas l'énergie de la joie, de l'amour, ce n'est pas l'énergie de l'acquisition d'objets, c'est l'énergie tout court, l'énergie sans objet. Ça, c'est le déploiement vraiment de l'énergie interne. C'est ce à quoi on se réfère, c'est pas le mot intensité, c'est-à-dire quand l'énergie est plus du tout, plus la moindre expansivité, plus la moindre extériorisation, c'est le retour de l'énergie à cette intensité de plus en plus interne, de plus en plus présente, qui n'est plus une intensité vers les choses, mais qui est une intensité par la conscience même. Et cette énergie, sur cet plan, symbolise d'ailleurs le déploiement de la conscience dans l'espace-temps et va symboliser tôt ou tard, expérimentalement, la réabsorption de l'énergie qui est de l'espace-temps dans la conscience. Donc c'est à ça que se réfère finalement le mot intensité. Ce n'est pas une excitation, c'est une intensité. Et donc, ça voudrait dire qu'à partir du moment où j'entre en interaction avec un objet, il y a une forme d'énergie qui émane de moi et qui se disperse, et donc qui ne serait plus en mesure de s'acheminer elle-même vers le haut. Tant que l'énergie va vers l'objet, je dirais l'énergie se disperse. Mais il faut faire attention, parce que bien sûr, si on rentre, par exemple, si on suit le fameux texte tout à fait incompréhensible, tellement il est profond des Yoga Sutras, il ne s'agit pas de faire comme les yogis des Yoga Sutras qui essaient de faire comme la tortue qui rentre ses pattes pour recentrer l'énergie. Ça, c'est un travail artificiel, volontaire. Je ne veux pas dire qu'il ne peut pas amener ses fruits, mais c'est une forme de très grande violence. Et pour la plupart des gens en Occident, c'est un travail qui n'est pas réalisable parce que toute notre structure sociale, culturelle est faite d'échanges avec l'environnement. Et donc, ce n'est pas possible. Le Yoga Sutra est un texte qui est fait pour les ascètes qui vivent dans des grottes, seuls, et uniquement à ce moment-là, ce travail peut avoir sa valeur fonctionnelle.
Donc ici en Occident, où les gens, généralement des femmes, des amants, des chiens, des parents à gérer, les impôts à payer, un travail, un loyer, les retraites à gérer, ça n'est pas possible. Par contre, le pressentiment que ce que je cherche n'est pas objectif, qui est pas une conclusion, qui est une révélation. Vous l'avez ou vous ne l'avez pas. Généralement, celui qui s'intéresse par le cœur à une démarche spirituelle, sans le savoir, a déjà un ce pressentiment-là. Sinon, il est en train de chercher une maîtresse, ou de construire ici, faire un voyage en Inde, d'apprendre le sanskrit. Donc, celui qui ne se cherche pas dans les activités mondaines a ce pressentiment-là. Il suffit de peu de choses pour se rendre compte que ce que je cherche ne se trouve pas dans l'objet, parce que le même objet qui m'a tellement rendu heureux va me laisser indifférent au bout de quelques temps, et que par contre la joie que j'expérimente chaque fois est la même, quel que soit l'objet. Donc moi je me pose la question, est-ce que je ne peux pas me diriger directement vers la joie sans plus passer par l'objet? À ce moment-là, il y a un peu de maturation qui se fait que de moins en moins l'énergie va se diriger vers l'objet. Ça n'empêche pas de regarder une jolie femme ou un bel homme, ça n'empêche pas de faire un voyage, ça n'empêche pas de quoi que ce soit, mais ça empêche d'attendre quoi que ce soit de la perception. Vous occupez de vos enfants, mais vous n'attendez rien de vos enfants. Vous occupez de vos parents, vous n'attendez rien de vos parents. Vous occupez de votre pays ou de votre voisinage, vous n'attendez rien du gouvernement ou du voisinage. Donc vous avez une fonctionnalité qui dépense très peu d'énergie affective, qui dépense très peu d'énergie émotionnelle, qui est uniquement une fonctionnalité. Et là, à ce moment-là, le corps fonctionne comme une dynamo. Au plus vous donnez, au plus vous recevez, donc il n'y a pas de fatigue qui se fait. Mais l'énergie émotionnelle qui est finalement de tomber amoureux, qui est finalement d'espérer quelque chose d'une relation, qui est d'espérer que mon prochain travail, que ma prochaine maison, que mon prochain voyage, que mon prochain gourou, que mon prochain livre, que ma prochaine voiture va vraiment m'amener ce que je cherche, cette énergie va plus se concrétiser comme ça. Et c'est cette non-concrétisation de l'énergie vers une objectivité qui va permettre petit à petit ce centrage organique de l'énergie. Ça n'empêche pas de vous occuper de vos enfants, de votre femme, de votre chien, de votre maîtresse, et ça empêche d'attendre quoi que ce soit de ces choses-là, d'espérer quoi que ce soit de ces choses-là et de redouter quoi que ce soit de ces choses-là. C'est à ça que se réfère finalement le pressentiment de l'énergie interne. Merci. Alors, apparemment, j'ai posé la question, mais il y avait mon micro, il devait être coupé. Vous ne m'avez pas entendu, j'imagine? Non.
excusez-moi. Je demandais. Voilà, j'ai un travail répétitif. Je fais du pain. Je fais j'ai 2 journées identiques dans ma semaine. Et pour bien vivre ces journées, en fait, je pratiquais. J'ai beaucoup pratiqué ce que j'appelais la méditation. C'est-à-dire, en fait, tout simplement, je me concentrais sur mes gestes, sur avoir une bonne posture, écouter mes sensations pour au moins réfléchir, puisqu'il n'y a pas trop à réfléchir dans ce que je fais. Et mais il y a je voulais savoir si pour vous, c'était une indication qui avait un sens pour se simplifier, de se concentrer donc sur les sensations du corps. Et c'était quoi notre question? J'ai perdu le fil. Bon, désolé. Il n'y a pas à se concentrer sur le corps. Quand vous mettez le pied sur un clou, vous ne pouvez pas vous concentrer. Quand vous avez de la farine dans la main, quand vous sentez la texture de la pâte du pain, c'est simplement c'est une forme de respect de la vie, de sentir ce qui se passe là. Quand vous touchez votre femme, vous n'allez pas vous concentrer. Quand vous embrassez votre enfant, vous n'allez pas vous concentrer sur sa peau, sur son odeur, etc. Donc, le fait de sentir est plutôt organique. Ça ne fait pas partie de la concentration, ça fait partie de la vie du corps. Quand il y a du vent, vous ne vous concentrez pas sur le vent, vous sentez le vent. Quand il fait froid, vous ne vous concentrez pas sur le froid, vous sentez le froid. Donc, effectivement, soyez intime, on va dire, soyez sensuel avec votre fonctionnalité. Sentez effectivement ce qui se passe dans les mains, mais pas que les mains, parce que le corps, c'est une totalité. Donc, pour que les mains soient vraiment sensibles, il faut que les épaules soient lâchées. Pour que les épaules soient lâchées, il faut que le bassin soit lâché. Pour que le bassin soit lâché, il faut qu'il n'y ait pas de pression des pieds sur le sol, etc., etc. Le corps, c'est une totalité. Donc, quelle que soit votre activité, oui, donnez-vous amoureusement à l'exploration du ressenti corporel. Quand vous faites un massage, vous sentez votre corps. Quand vous faites l'amour, vous sentez votre corps. Quand vous jouez au golf, vous sentez votre corps. Quand vous mangez, vous sentez votre corps. Quand vous faites du pain, vous sentez votre corps. Donc, soyez... Pour moi, le mot concentration n'a pas vraiment sa place. Dans le sens, c'est pas quelque chose d'artificiel. C'est naturel de sentir ce qu'on fait. Donc, sentez ce qui est là et explorer tactilement. Et c'est ce que vous pouvez faire le mieux pour faire le pain de la meilleure qualité. Parce qu'un pain, c'est vivant. Et ce qui est vivant, c'est un peu d'interaction, la manière dont la pâte est malaxée, la manière dont elle est façonnée, tout ça, mais ça fait partie du goût, ça fait partie de la texture, ça fait partie de la vie. Donc c'est très important. Au plus ces choses-là est faites tactilement, au plus il y aura une subtilité au niveau du pain, au niveau du goût et au niveau des éléments internes, parce que un aliment n'est pas uniquement fait d'éléments externes. Il y a les éléments externes, bien sûr, mais il y a également des éléments internes. Il y a l'énergie. Et donc, quand vous malaxez, quand vous touchez un aliment avec conscience, l'énergie qui est la prolongation de la conscience, le phénoménal pénètre finalement ce que vous touchez, ce que vous malaxez. Et ensuite, celui qui va manger ce pain, celui qui va utiliser ce que vous avez touché, va participer de ce moment de conscience, etc. Donc, c'est pour ça qu'en Inde, on ne mange pas, on n'est jamais dans la tradition d'inviter à manger. Parce que vous ne savez pas ce qu'ont fait les gens qui ont fait la cuisine. On invite en Inde après le repas. Chacun va manger, va savoir qui fait la cuisine, parce que celui qui fait la cuisine transmet également sa maturité ou son immaturité dans le repas. Donc, quand on fait la cuisine, il faut une très grande effervescence tactile, une présence qui va se transmettre. La cuisine, pour qu'elle soit sadvique, pour qu'elle soit lumineuse, doit être faite de manière sadvique, lumineuse. Donc, celui qui prépare l'alimentation a un rôle très, très important, qui est maintenant méconnu, remplacé par la mécanicité. Mais dans l'approche traditionnelle, c'est très important, quand on fait la cuisine, c'est très important. Vous transmettez toute votre affectivité ou votre clarté ou votre opacité à ce que vous faites en cuisine. Donc il faut
faut imbiber de conscience, on va dire, tout le processus, et ça aura un effet éminemment positif au niveau de la société. Celui qui fait à manger nourrit la société. La nourriture, c'est la première des énergies, et c'est ça qui participe à l'équilibre général de la vie. Celui qui fait de la nourriture avec conscience aide, sans que les gens s'en rendent compte, à celui qui ensuite va absorber cette nourriture, à vivre cette même conscience, cette même disponibilité. Il y a une très grande transmission qui se fait pour la nourriture, comme ça se fait pour le toucher, comme ça se fait des fois pour le souffle, comme ça se fait pour la parole, comme ça se fait pour le regard, mais également celui qui façonne la nourriture et la transmet un rôle profond dans la société du point de vue traditionnel. Donc soyez vraiment conscience, mais il faut que ce soit léger. La conscience n'est jamais lourde, elle n'est jamais tendue, elle n'est jamais personnelle, elle est légère, vraiment légère, comme une caresse d'une très légère brise. Vous le sentez sans le sentir, mais vous le sentez de la même manière, vous êtes présent sans vous prendre pour quelqu'un de présent. Attention de ne pas devenir un yogi, de ne pas vous concentrer, parce que là, vous rentrez dans un imaginaire, et là, vous allez transmettre au contraire votre limite, votre tension, votre attente, etc. Nous, on n'attend rien, on ne transmet rien, mais simplement, on est présent. Et dans cette présence, il y a une espèce de légèreté, de joie qui va se transmettre à travers ce que vous faites, que ce soit du pain si vous faites du pain, que ce soit un tapis si vous faites un tapis, que ce soit une peinture si vous faites une peinture, etc. Il y a vous m'entendez là, ouais, c'est bon. Il y a quand je travaille, du coup, j'ai tenté. J'ai déjà entendu un peu ce message. Et quand on est emmené par les pensées à droite à gauche, justement, sur comment je vais faire demain ou ce que je vais faire ce soir, et quand je suis plus du tout à ce que je fais, ce serait quoi la justesse alors, pour pas trop forcer et en même temps laisser faire. Quand vous vous rendez compte que vous êtes en train de penser à votre fiancé, à votre grand-mère, vous n'y pensez plus. Vous êtes de nouveau présent. Donc vous avez gagné. Chaque fois que vous vous rendez compte que vous êtes parti, c'est que vous êtes revenu. Donc tout va bien. Ne cherchez pas à revenir, vous êtes déjà revenu. Je me rends compte que je ne sens pas, ça veut dire que je suis de nouveau en train de sentir. Continuez à sentir. Ne vous occupez pas quand vous n'êtes pas parti, vous ne le savez même pas. Donc tout va bien. Et de nouveau, vous continuez votre activité intensément. Si à l'autre moment ça saute, de nouveau pensez à ceci ou à cela, tout va bien. Quand vous pensez, vous ne le savez pas. Quand vous rencontrez que vous pensez, de nouveau, vous êtes présent, sans concentration, de manière légère, de manière tactile, de manière sensuelle, à ce que vous faites. Donc il n'y a pas de concentration, il y a simplement une légère présence, une présence affectueuse, on va dire, mais sans plus, pas une présence lourde, pas une présence qui essaye, pas une présence qui fabrique, pas une présence qui façonne, une présence qui est simplement, vraiment comme une caresse de l'air sur la joue, c'est une présence, c'est léger, la vraie présence est légère, il y a moins d'intensité, c'est un mot qu'on peut, souvent avec une concentration dans l'intensité, la vraie intensité est extraordinairement légère, elle est tellement légère qu'on ne la sent même plus. Donc on le sent sans le sentir. Donc quand vous vous rendez compte que vous êtes parti, que vous êtes revenu, tout va bien. Continuez à vous donner tactilement à cette tâche profonde qui est de faire de la nourriture, etc. Ok, merci. Bonsoir Eric. Ma question est la suivante. Comment faire face à la suractivité quand tous les éléments extérieurs semblent pousser vers ça? Il n'y a pas d'élément extérieur. Regardez comment vous fonctionnez. Je ne dis pas qu'il n'y a pas une propagande extérieure, mais ça, elle est respectable. Chaque société vend son
saucisson à sa manière, et voilà, c'est pas mieux, ça peut être plus compliqué maintenant qu'avant finalement. Chercher la perspective claire des choses. La perspective claire, c'est quoi? Qu'est-ce que vous cherchez profondément? Il faut être honnête. Peut-être vous cherchez un mari, peut-être vous cherchez la tranquillité, peut-être vous cherchez avoir des enfants, peut-être vous cherchez à être heureuse en mariage, peut-être vous cherchez avoir une situation financière agréable, peut-être est-ce que vous cherchez à faire du yoga, vous cherchez... Vous voyez comment se formule finalement votre orientation, sans a priori, sans vous dire je devrais être spirituel, je devrais rien chercher, vous n'en devriez rien du tout. La base de la spiritualité, c'est l'honnêteté. Profondément, qu'est-ce qui est important pour vous? Et vivez simplement votre orientation. Il y a un slogan dans la Gita qui dit « Il vaut mieux périr en suivant son propre chemin que vivre en suivant le chemin d'autrui ». C'est la base de l'approche tantrique. Il n'y a rien qui soit supérieur et inférieur. Ce n'est pas supérieur le yoga à la vie familiale, ce n'est pas supérieur à la méditation, à faire de l'argent. Il n'y a rien qui est supérieur, rien qui est inférieur. Tout ça, c'est des catégories psychologiques, infantiles. Tout ce qui se présente a la même valeur, tout ce qui se présente a la même essentialité. C'est l'ego, c'est le jugement qui crée le haut et le bas. Mais il y a ni haut ni bas, il y a égalité. On appelle samana. Samana, c'est l'égalité. Il n'y a rien qui soit supérieur, rien qui soit inférieur. Donc, quand vous vous rendez compte, quelle que soit votre activité, c'est la même chose. Que vous soyez riche, que vous soyez pauvre, que vous soyez seul, que vous ne soyez pas seul, que vous ayez des enfants, que vous soyez célibataire, que vous soyez... Tout ça, à un moment donné, vous vous rendez compte, il n'y a pas de différence essentielle. Une formation extérieure, c'est comme être grand, être petit, être gros, être maigre, être riche, être pauvre, être blanc, être noir. C'est des différences extérieures. Peut-être dans cette circonstance, ça a une certaine valeur, mais essentiellement, il n'y a pas de différence. Donc, vous devez vous accepter comme vous êtes. Ne cherchez pas à devenir spirituel, ne cherchez pas à faire une carrière dans la spiritualité, ne cherchez pas à changer votre vie, cherchez à être disponible à vos caractéristiques d'instant en instant. Voilà. Ça, c'est la base et c'est également l'accomplissement. Vivre avec ce qui est là sans rien fabriquer. Vous allez voir honnêtement si vous avez vraiment une impulsion de trouver un compagnon, de vivre seul, de faire du yoga, d'aller dans les grands restaurants, de manger de manière saine, de vivre très austère, de vivre très, au contraire, de beaucoup d'argent. Tout ça est la même chose. C'est moi les imbéciles qui pensent qu'il y a des modes de vie profonds, il y a des choses superficielles. Il n'y a pas de différence. La différence est créée par le psychisme, par l'ego. C'est comme les différences raciales, comme les différences politiques, comme les différences culturelles. Il n'y a pas de différence essentielle. Il y a des expressions qui sont différentes, on doit respecter à tous les niveaux. Même si on a une société qui veut uniformiser les choses, on n'a plus le droit d'avoir des différences. Mais le respect de la différence, c'est le pressentiment de l'unité. Quand je pressens l'unité en chaque chose, je peux voir vraiment profondément qu'il y a une différence, il y a une différence absolue entre chaque chose, il y a une hiérarchie non qualitative qui est faite entre chaque chose. À ce moment-là, vous allez voir vraiment ce qui fonctionnait pour vous. Pas ce que vous préférez, pas ce que vous aimeriez, mais non, ce qui est inévitable pour vous. Dans la vie, on fait ce qui est fonctionnel. Et ce n'est pas forcément ce qu'on aime. Parce que ce qu'on aime est un acquis de facilité. Des fois, il y a ça que vous aimeriez faire, non, c'est ça qu'il faut faire. On fait un peu comme Arjuna, qui aimerait poser son arc, qui aimerait ne pas combattre, qui aimerait vivre la paix, qui aimerait se retirer comme un ermite, et à qui Krishna dit non, prends ton arc et combat. Pourquoi? Parce que c'est un kshatriya doit se battre. C'est pas un yogi. Tant pis. Prochaine vie, vous sera un yogi, c'est dit c'est un kshatriya. Un kshatriya est fait pour faire couler le sang et éventuellement donner son sang. C'est pas un choix, c'est une obligation. Il y a une obligation de faire ce pourquoi on est fait. Dans une écoute profonde de la vie, vous allez sentir ce pourquoi vous êtes fait. Et ça, vous allez le faire. Totalement, mais sans attente. Parce que ce pourquoi vous êtes fait n'a aucune importance. Que je sois fait pour être riche, pour être pauvre, pour être célibataire, pour vivre en couple, ou vivre avec 5 maris,
Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'intensité. Le problème, c'est l'écoute. Le problème, c'est l'humilité. Donc, quand vous sentez une pression de l'extérieur, c'est que vous n'êtes pas assez à l'écoute de vous-même. Parce qu'il n'y a pas d'extérieur. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment? Et si vous ne sentez rien, effectivement, l'extérieur va vous donner des indications sur vous-même. Ce qui vous semble difficile, c'est une difficulté que vous portez en vous. Si vous ne supportez pas la violence extérieure, c'est-à-dire qu'il y a une violence en vous que vous n'avez pas encore découverte, etc., etc. Donc, quand la violence, super. Ça me renseigne sur moi-même, je dois explorer ce ressenti de la violence. Vous sentez l'intensité, vous sentez l'agitation, vous sentez le poids de la société. Non, c'est votre propre poids, votre propre agitation. Ressentez en vous comment ça se présente. Si je vous demande comment vous savez que l'environnement fait une pression, vous allez me dire, je sens la pression. Voilà, vous sentez la pression. Où est-ce que vous la sentez? Dans votre frigidaire, dans votre voiture, dans votre table de nuit ou dans votre corps? Vous la sentez dans votre corps. Il n'y a pas d'autre endroit. Alors, sentez cette pression, c'est la vôtre. Vous me dites qu'elle est dans la société, on verra après. Pour l'instant, elle est dans la poitrine, dans le ventre, dans la gorge. C'est là que vous la sentez. C'est là qu'il faut l'écouter. Et quand vous allez commencer à écouter en vous ce que vous appeliez avant dehors, ce que vous appelez avant l'extérieur, vous allez voir petit à petit quelque chose d'extraordinaire va se faire, quelque chose va se déployer en vous, s'ouvrir en vous, se dilater en vous, s'apaiser en vous. Ensuite, quand vous allez regarder de nouveau la société, vous allez voir, elle a changé. Vous avez changé. La société, c'est le symbole de vous-même. Tant que vous vivez avec des problématiques, la société est problématique. Quand vous allez vivre tranquillement, la société devient tranquille. Donc, profitez de l'aide de la société que vous fait, le cadeau que vous fait la société en vous faisant sentir une pression, pour corporellement vous mettre à l'écoute de cette pression. Posez-vous la question non conceptuellement, tactilement, où est la pression? Comment vous savez qu'il y a une pression? Quand vous allez me dire, je le sens, voilà, vous le sentez. Dans le ventre, dans la poitrine, dans la gorge, dans la mâchoire, dans les yeux. Et comment cette pression? Elle est lourde, elle est légère, elle est astringente, elle est amère, elle est claire, elle est obscure, elle est sèche, elle est humide, elle est en mouvement, elle est en contraction, elle est en expansion. Partez à la recherche, partez à l'écoute tactile de cette pression, sans anticipation. On ne cherche pas à la lever. Vous avez la chance de ne pas faire de yoga, vous n'allez pas vous détendre, on ne se détend pas, la détente est pour les imbéciles, c'est une fuite. On sent ce qui est là. Sentez la tension, petit à petit vous allez la localiser. Vous avez vu, c'est tout petit, c'est comme le sommet de l'iceberg quand c'est minuscule, et puis vous allez voir, petit à petit l'iceberg fond, monte à la surface, c'est de plus en plus grand. C'est un petit point qui est dans le ventre, un petit point dans la poitrine, un petit point dans la gorge, et puis ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir, ça va grandir, ça va remplir tout l'espace, tout le corps, ça va même déborder au-delà du corps. Et à ce moment-là, vous allez voir ce qui avant était une tension est devenu une extension. Ce qui avant était une problématique va devenir tout à fait une non-problématique. C'est vraiment une forme d'humilité, une forme de laisser faire. Et vous devez l'explorer sur le plan tactile. Sur le plan intellectuel, il n'y a pas de solution par rapport à la société. Ou alors, on fait de la politique, mais là, c'est un autre domaine. On n'est pas dans cette orientation-là, même si c'est respectable. Merci. S'il y a une dernière question? J'arrive pas à trouver une autre formulation que c'est quoi le but du pranayama? Il n'y en a pas. C'est un passe-temps. Accordez aucune importance à ces choses, sinon il va y avoir une intention, il y aura une attente, il y aura une frustration tout le temps. Non, ça ne sert vraiment à rien, c'est un rituel. Le rituel ne sert à rien, c'est comme
À quoi ça sert la cérémonie du thé? Ça ne sert à rien. Pourtant, pendant les guerres japonaises, il y avait des guerriers qui, pendant le combat, on a des documents là-dessus, arrêtaient le combat, allaient passer 1 heure à faire une cérémonie du thé, puis allaient reprendre le combat. Pendant ce temps-là, leurs amis se faisaient massacrer, se faisaient égorger. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient une tasse, ils mettaient du thé, ils tournaient une tasse un peu, ils tournaient un peu plus la tasse, ils la tournaient encore une fois, ils buvaient le thé, etc. À quoi ça servait? Ça ne sert à rien. C'est un art rituel. Un art rituel, c'est un art qui célèbre l'inutilité des choses. Rien n'est utile. C'est pour ça que je peux passer 1 heure à faire la cérémonie du thé. C'est pour ça que je peux passer 5 heures à faire du yoga. C'est pour ça que je peux passer des heures à faire de la poésie ou de la littérature ou du théâtre. À quoi ça sert? Ça ne sert à rien. À quoi sert la musique? À quoi sert la danse? À quoi sert la beauté? Les choses ne servent à rien. Elles sont intrinsèques. La beauté d'une chose, c'est ça. C'est son essence. Et la beauté de l'art, c'est sa gratuité. Se rendre compte profondément que la vie est sans besoin. Je n'ai rien à accomplir dans ma vie. Je me donne à cette conviction absolue, totale, non négociable, que j'ai besoin de rien, que je n'ai rien à accomplir, qu'il n'y a pas de futur, que le passé c'est mort. Je me donne à cet instant, cette totalité présente, éternelle, et c'est là où s'accomplit le rituel, qui est une célébration de cette évidence. C'est ça le pranayama. L'inspiration crée le monde, la rétention déploie le monde dans toutes les directions, l'expiration résorbe le monde, et l'espace après l'expiration reçoit cette résorption, c'est le repos cosmique. Éventuellement, si la grâce divine s'incarne, tout nouveau une inspiration vient, le monde se recrée, le monde se déploie, le monde se résorbe, un repos cosmique. Quel pourrait être le but? Il n'y a pas de but. Passez une bonne soirée. Merci.